Bonjour ou bonsoir tout le monde, voici un petit message de prévention enregistré. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez déjà qu'elle traite de sujets gravissimes et horrifiques, imprégnant des œuvres d'art. J'ai toujours mis un message de prévention pour avertir les personnes les plus sensibles d'éviter la vidéo en question lorsqu'elle traite de maladies mentales, crimes et autres sujets plus morbides. Néanmoins, pour ce vidéogramme, un simple message écrit ne suffit pas. L'épisode que vous vous apprêtez à regarder est très certainement le plus éprouvant de ma chaîne. J'ai sincèrement dû m'arrêter plusieurs fois durant l'écriture pour me protéger, car l'artiste dont on va parler aujourd'hui dépasse de très loin les frontières les plus ignobles de la psyché humaine. Alors je vous préviens une dernière fois, si vous êtes quelqu'un de sensible à certains sujets, passez votre chemin. Et pour ceux qui restent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Préparez-vous à entrer dans les méandres labyrinthiques de l'esprit d'un artiste tueur en série. Bienvenue dans le 10e épisode des sombres histoires de l'art. Je viens de commencer à convertir des cassettes VHS en numérique, et j'ai trouvé un tas de cassettes dans le sous-sol de mon appartement. Voici ce qui se trouvait sur l'une d'entre elles. Le 2 novembre 2022, une vidéo nommée Faces est postée sur la chaîne YouTube Urban Spook. La vidéo est une retransmission numérique d'une cassette VHS semblant appartenir aux archives de la police ou à un documentaire relatant une série de faits divers américains. La vidéo débute sur un message d'alerte bleu vif. Attention, les images suivantes peuvent déranger certains spectateurs. Accompagnées d'une musique stressante, semblable à une sirène d'alarme. Après cela, le fond devient noir, mais la musique continue. Un autre message en gros caractères blancs apparaît alors à l'écran. Il y a 6 mois, la police a retrouvé 3 tableaux entreposés dans un entrepôt abandonné, chacun portant le titre d'un meurtre récent. La cassette continue son avancée, et un autre message à caractère blanc apparaît. Le texte est accompagné d'une image semblant être un portrait robot. Mais lorsque l'on lit le texte, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est un rapport d'autopsie. La première victime était Carla Gray, retrouvée avec 36 coups de couteau au visage et toutes ses dents arrachées. Le panneau suivant nous montre une signature faite au dos du premier tableau retrouvé dans l'entrepôt. Il est sobrement intitulé « Carla's Teeth », les dents de Carla. Et ce tableau, le voici. Le rapport continue avec une seconde victime nommée Jackie Graham. La jeune femme a été retrouvée noyée avec 27 coups de couteau dans le périnée. Le message suivant précise que la victime était encore vivante au moment des coups de couteau. La peinture qui accompagne son meurtre se nomme Floating Jackie, traductible par Jackie flottante. Voici l'œuvre en question. La dernière victime se nomme James Miller. Son corps a été retrouvé avec les poignets ouverts et le visage arraché. L'autopsie a plus tard démontré que James a survécu plusieurs jours sans visage. Le tableau de cette dernière victime se nomme James' Secret Face, la face cachée de James. Deux mois après cette macabre découverte, les autorités ont mis la main sur de nombreux autres tableaux. Néanmoins, aucun lien ne peut être fait à ce stade de l'enquête avec d'autres victimes reliées à ces meurtres. C'est au total 7 tableaux qui sont actuellement sans victimes. Après avoir rendu l'affaire publique, la police a fait un appel à témoins, en dévoilant les 7 peintures représentant les potentielles victimes. L'objectif, mettre au courant la population et empêcher que les 7 meurtres se produisent. Toute information est désormais capitale. Mais un jour, la police reçoit un mail contenant 3 photos. Ces 3 photos montrent 2 victimes, déjà retrouvées par la police. James Miller et Jackie Graham. Mais il y a un problème. La dernière photo est intitulée Jimmy. Le tueur a encore frappé. Après la réception de ce mail, un autre appel à témoins est lancé. Il intime à quiconque ayant de plus amples informations sur ces peintures à contacter un numéro de téléphone. Entre parenthèses 985
455-9560. Mais la VHS ne se termine pas ici. Un dernier message annonce qu'il y a 2 jours, une autre peinture a été retrouvée. Elle se nomme Autoportrait. Et c'est ici que débute l'enquête sur The Painter. Le 27 décembre 2022, une nouvelle vidéo apparaît sur la chaîne. À ce stade de l'enquête, on a pour l'instant 6 tableaux sans meurtre affiliés. Car oui, si vous vous en souvenez bien, dans le mail qu'a reçu la police au début de notre histoire, il y avait la photo d'un certain Jimmy. Et si on regarde les œuvres à notre disposition, l'une d'entre elles se nomme Jimmy, suspendu, ou en version originale, Hanging Jimmy. Même si à ce stade de l'histoire la police n'a pas encore retrouvé le corps, il semblerait pourtant bien que le Jimmy de la photo soit le même que celui de la peinture. On peut donc pour l'instant mettre cette toile de côté dans notre enquête. Alors je préfère vous prévenir qu'à partir de maintenant, la temporalité de notre investigation va devenir un peu floue. En effet, même si des unités de temps nous sont données dans les VHS, il est presque impossible de replacer tous les épisodes dans une frise chronologique. On ne peut pas se baser sur le rythme de publication d'Urban Spook, car il nous est tout simplement impossible de savoir depuis quand les cassettes se trouvent dans son sous-sol. Pour la chronologie, on va donc devoir se baser sur quelques informations que l'on pourra retrouver sur les bandes vidéo. Le second vidéogramme se nomme Le Phare. Il y a 4 semaines, un agent de police nommé Bill Collins a disparu avec sa femme et ses 2 filles. Quelque temps avant sa disparition, Bill avait trouvé dans sa maison un tableau. Et ce tableau, vous le connaissez déjà, puisqu'il s'agit de l'autoportrait. Sur le moment, Bill était totalement désemparé par cette découverte. Le policier n'avait tout simplement aucune idée de comment cette œuvre d'art avait pu atterrir dans sa maison. Quand l'absence de Bill Collins est devenue trop inhabituelle, les forces de l'ordre ont entamé les premières recherches.
Et bien évidemment, l'équipe d'investigation a immédiatement entamé les fouilles de la maison de la petite famille. Et c'est en fouillant le grenier de la maison de campagne que la police fait une horrible découverte. Pendue au plafond des combles se trouve la petite Angèle. Le bébé est mort depuis longtemps. Elle n'avait que 2 mois. 12 jours plus tard, la voiture des Collins est retrouvée sur une plage déserte. En fouillant la voiture, on découvre alors une nouvelle peinture, Angèle au long cou. Le temps presse et les enquêteurs vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent mettre la main sur le reste de la famille Collins en vie. Quelques miles plus loin, la piste mène les autorités vers un vieux phare abandonné. Sur la porte de la bâtisse, on a peint un visage plus ou moins abstrait à la peinture rouge. Il semblerait que The Painter soit bien passé par là. Mais pour les investigateurs, l'horreur ne commence que maintenant. Au rez-de-chaussée, un premier corps est découvert. Le corps brûlé de Daniel Williams, un jeune adolescent disparu. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce meurtre soit lié à la face calcinée du tableau Daniel After Fire. Mais le pire se trouve très certainement dans les tunnels sous le phare. 2 nouveaux corps sont découverts, ceux de Jennifer White et sa fille Lisa, elles aussi disparues depuis 7 mois. Aucune information n'est donnée sur la manière dont elles ont été mises à mort, alors pour l'instant impossible de savoir si ces 2 nouvelles victimes correspondent à ces 2 tableaux. L'avancée de la police dans les souterrains continue. Dans une salle de jonction, les agents de la police sont arrêtés par une odeur intense et nauséabonde de corps en décomposition. Alors que les enquêteurs s'approchent de la source de l'odeur, ils tombent sur un tonneau en bois. Il est rempli d'une bouillie de chair et d'os. L'autopsie révélera plus tard que ce sont bien les corps du reste de la famille Collins qui se trouvaient dans le barrique avec une grande présence d'amphétamine dans le sang des victimes. Sur place, aucun tableau, mais des photos des victimes avant l'assassinat. Une 4e photo est présente sur les lieux du crime. La voici. Après cela, la retransmission se coupe. À ce stade de notre investigation, le mystère reste complet. Certes, nous avons pu mettre un nom sur l'un de nos 6 tableaux, mais il est pour l'instant impossible de déterminer si Jennifer White et Lisa White sont bien les 2 figures présentes sur les 2 autres œuvres. La face cachée de Lisa est Jennifer's Last Share. Pourtant, encore plus étrange, aucune peinture n'a été retrouvée dans le phare. À la place de cela, 3 photos représentant les victimes et une dernière qui semble être un autre autoportrait du tueur en série. Notre peintre ne semble pas avoir changé de mode opératoire, mais de signature. Et pour en apprendre plus, il faudra attendre le 10 janvier 2023, date de la publication d'une nouvelle vidéo. Le prochain enregistrement vidéo, nommé In the Walls, nous met directement sur la piste de 2 autres de nos tableaux. La police présente la disparition de 2 enfants, Corey et Margaret Beck. Après 5 jours de recherche, les enquêteurs retrouvent leurs cadavres dans une ancienne usine de papier désaffectée. Encore une fois, la mise en scène des meurtres est toujours plus sordide et choquante. Car quand j'ai dit qu'on avait retrouvé les corps, je vous ai menti. En réalité, la police n'a retrouvé qu'un seul corps. Les jambes de Corey ont été greffées au torse de sa sœur. Le cou de Margaret est fracturé à plusieurs endroits et une brique d'argile a été enfoncée dans sa trachée. Sur le bas du cadavre, les parties génitales du garçon ont été retirées. Et pour ce qui est des restes des autres parties, une inscription sur le mur nous donne un indice. Mythe. Il semblerait que nous ayons affaire à un tueur cannibale. Par la suite, on apprend que l'une des dernières fois où on a vu Corey, c'était au bord du lac Tiger Lake. Alors j'ai cherché la localisation de ce lac, mais il en existe au total 5 aux États-Unis. Mais ça pourrait être celui du Minnesota, mais impossible d'affirmer au vu de la qualité de la photo. Mais retournons à notre VHS. Les amis du jeune garçon lui ont donné comme défi de rentrer dans une cabane abandonnée et d'y rester 1 heure pendant que ses copains l'attendent dehors. Corey est alors rentré, caméra à la main, pour filmer son défi. Après à peine 4 minutes à l'intérieur de la cabane, le garçon est sorti en criant qu'il avait vu un visage. Et quand la police a recueilli les témoignages des amis de Corey, tous ont confirmé que le bras du gamin était contusionné
après sa sortie du bâtiment. Pendant leur investigation de la cahute, les enquêteurs ont découvert un passage secret se trouvant dans la garde-robe et menant au vide sanitaire. À l'intérieur de ce passage se trouvait la caméra de Corey. Et voici ce que la caméra a filmé. C'est le même visage que sur la 4e photo de la scène de crime de la famille Collins. À ce stade, 2 autres tableaux du départ ont enfin trouvé leur propriétaire. Le premier, Scream Maggie Scream, semble bien correspondre à la description du corps retrouvé de Margaret. Et pour ce qui est de Corey, je n'ose imaginer ce que ce monstre a dû lui faire subir. Le 27 janvier 2023, Urban Spook poste une 4e vidéo sur sa chaîne, The Clue. Si on fait le récapitulatif de notre investigation, on a pour l'instant 4 tableaux qui ont définitivement trouvé leur propriétaire, et 2 tableaux dont on n'est pour l'instant pas sûr, et dont la théorie la plus probable semble bien nous mener sur la piste de Jennifer et Lisa White, retrouvées dans le phare. Alors techniquement, il ne nous reste qu'une seule œuvre à découvrir sur les 7 annoncées dans la première vidéo. Et autant vous le dire tout de suite, c'est bien dans cette vidéo que l'on va la trouver. Mais restez bien attentifs car pour la première fois depuis le début de notre enquête, nous allons en apprendre plus sur le tueur qui se cache derrière le surnom de The Painter. La VHS commence par la présentation de Sean Kane, un détective privé ayant aidé la police dans l'enquête sur The Painter. Il a notamment enquêté sur la disparition d'un certain Tom Harris. Sean a découvert le corps de Tom dans un immeuble au 3e étage. D'après son expertise, le tueur aurait grimpé au tuyau d'écoulement sur la façade pour atteindre la fenêtre de la chambre de la victime. Les policiers ont retrouvé dans le salon une immense pile de cire de bougies refroidie. À l'intérieur de la pile, le corps de Tom Harris décédé par asphyxie. Le cadavre de Tom est, comme la plupart des victimes, sacrément amoché. Ses bras ont été sectionnés et ses paupières arrachées. Voici une photo prise par la police lors de l'extraction du corps. Et plus étrange encore, un 3e bras a été retrouvé à l'intérieur de la cire. Et la police n'a jamais réussi à identifier son propriétaire. Avec la découverte de Tom Harris, on a donc enfin reconstitué le premier puzzle laissé par le peintre. Nos 7 tableaux ont retrouvé leur possesseur. Une semaine après cette affaire, c'est au tour du détective Sean de disparaître. Les voisins de l'inspecteur ont contacté la police car ils ont entendu le chien de Kane aboyer fortement la nuit dernière. Une brigade se rend alors au domicile et investit les lieux. Et comme vous vous y attendez, à l'intérieur, c'est une nouvelle scène d'horreur. La chienne de Sean Kane est retrouvée, assoiffée, les 4 pattes cassées. Heureusement, le pauvre animal est encore en vie. Mais dans la maison, une longue trace de sang mène à la cuisine. Mais en entrant dans la pièce, rien. Le seul indice sur lequel les policiers mettent la main est une tache de sang sur le mur. Il est inscrit 2. Il semblerait que l'on ait tiré Sean dans cette pièce et qu'il ait délibérément inscrit ce chiffre sur la paroi de sa cuisine. Mais à part ça, pas de corps, pas de scène de crime. Les agents de la police continuent alors leurs recherches et c'est en fouillant la chambre de Kane que l'on découvre ce qui est arrivé au détective privé. Posé sur son lit se trouve un tableau nommé « L'homme dans le tuyau ». La cassette nous indique qu'un certain perpétrateur a enterré Sean Kane dans le sous-sol de la maison et au vu de la toile retrouvée sur son lit, on imagine dans quel cercueil se trouve le pauvre homme. La vidéo nous indique également que même si les caméras de sécurité ont été vandalisées, elles ont tout de même pu prendre une image. Et cette image, la voici. Après cela, une nouvelle fois le magnétoscope se coupe. Ce 4e chapitre de The Painter est particulièrement intéressant. Tout d'abord car il achève notre traque des tableaux du premier épisode avec la découverte de Tom.
mais également car il va nous permettre de développer une théorie. Et si le tueur n'était pas seul? Les indices que l'on trouve dans la maison me font penser que le peintre ne serait pas une, mais deux personnes. Tout d'abord, le visage présent sur la photo prise par les caméras de surveillance ne ressemble absolument pas à celui découvert sur les photos de The Lighthouse et la vidéo prise dans In the Walls. La première figure androgyne comporte un visage immaculé, avec de longs cheveux noirs, alors que la seconde est scarifiée au niveau des lèvres et des yeux. Alors dans un premier temps, on peut se dire que le tueur a tout simplement pu porter, lors du meurtre, le visage découpé d'une de ses victimes. Mais il y a deux éléments en plus des caractéristiques physiques qui me font penser le contraire. Tout d'abord, le terme perpétrator. Jusqu'à présent, il n'avait jamais été utilisé dans aucune des retransmissions de cassettes. Et j'ai l'impression qu'ici, il n'est pas utilisé comme un nom commun, mais comme un nom propre. Comme s'il désignait un personnage. Comme si on l'utilisait pour distinguer l'un des membres d'un groupe. Et le second indice, c'est Sean qui nous le donne avec le 2 inscrit dans sa cuisine. Et si Sean, lors de son agonie, avait voulu laisser un dernier indice à ses collègues? Et si Sean, alors qu'on le traînait vers sa mort, avait voulu nous aider une dernière fois dans cette enquête, en nous laissant un indice gravé avec son propre sang? Et si cet indice voulait tout simplement dire que nous ne sommes pas face à un, mais à deux tueurs? Et pour en avoir le cœur net, il va nous falloir continuer notre investigation. « 24 février 2023. La cinquième cassette est totalement différente de celle que nous avons vue précédemment. Dans Witness, l'ambiance sonore est beaucoup plus pesante, car cette fois, aucune musique n'accompagne le récit de la VHS. On a simplement un bruit blanc de grésillement ponctué de quelques effets sonores, et ce, tout le long de l'enregistrement. Ce cinquième épisode nous présente trois protagonistes. Une jeune fille du nom de Tina Rosenberg a disparu il y a 3 jours avec son copain Jake Stryker et sa petite sœur Flora Rosenberg. Jake avait organisé un road trip vers la côte sud des États-Unis pour les 20 ans de sa petite amie. 2 jours après le signalement de leur disparition, la voiture de Jake est retrouvée dans une forêt. En fouillant la voiture, la police découvre des traces de lutte dans le véhicule, mais également un tableau nommé Flower Face Flora. Durant l'inspection de la voiture accidentée, la brigade entend des cris et des pleurs au loin dans le sous-bois. La patrouille se met alors à la recherche de la provenance de cette complainte. C'est là qu'ils découvrent une nouvelle scène d'horreur. Tina Rosenberg est attachée à un arbre, les pieds et poings sectionnés. Malgré ces terribles mutilations, la jeune femme est encore en vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas de sa jeune sœur. Au pied de Tina gît le corps de Flora, la face écrasée à coups de marteau. Et il n'y a aucune trace de Jake. Après avoir escorté Tina hors de la scène de crime pour l'emmener rapidement aux urgences, la police fait un dernier passage pour vérifier la voiture. À l'intérieur, ils découvrent une nouvelle toile qui n'était pas présente il y a quelques minutes. Cette toile, vous vous en doutez, porte le nom de Jake. Jake n'a jamais été retrouvé. Quelque temps après, des inspecteurs interrogent Tina pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Et voici une retranscription de son témoignage. Je me souviens de m'être réveillé dans la voiture. Jake était parti et j'ai entendu quelqu'un approcher. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais attaché à cet arbre. On m'a injecté quelque chose. Je pouvais entendre ma sœur crier. Elle appelait notre mère. Oh, Flora. Je ne sais pas, je me souviens avoir entendu des chuchotements. Et son visage, oh mon Dieu, son visage. Le vidéogramme s'achève par un portrait robot du tueur. Un visage qui nous est maintenant très familier. Beaucoup trop familier. La 6e vidéo, qui sort le 28 avril 2023, est un cas compliqué. En fait, pour tout vous dire, j'ai tout simplement pas la force de vous narrer ce qui se trouve sur la bande VHS. The Pigs est très certainement l'épisode le plus éprouvant de la série The Painter. Mais malheureusement, c'est également l'un des plus importants. Alors impossible de faire l'impasse dessus. Au moment où j'écris ces lignes, ça fait au moins 10 fois que je recommence le texte de cette partie.
J'ai pas les mots pour vous communiquer à quel point cet épisode m'a choqué. Du coup, vous m'excuserez, mais je vais faire le plus vite possible. Et vraiment, je réitère mes avertissements, et pour les personnes les plus sensibles, déjà n'allez surtout pas voir l'épisode en question, et également les événements qui vont suivre peuvent réellement vous traumatiser. Alors prenez soin de vous. Encore une fois, un agent de police lié à l'affaire du nom de Ian Ford est porté disparu avec toute sa famille. Quand les policiers arrivent chez lui, ils sont immédiatement attirés par une odeur écœurante provenant de sa grange. À l'intérieur, les investigateurs tombent sur plusieurs scènes de crime, bien plus que macabres. Dans un premier temps, c'est le corps de May, la femme de Ian, qui est retrouvée, décédée d'une hémorragie interne. Son corps est complètement mutilé. À côté d'elle, un cadavre de cheval mort d'un arrêt cardiaque dû à une overdose de citrate de sildenafil. Le citrate de sildenafil, c'est le composant principal du Viagra. Alors je vous laisse imaginer ce qui a bien pu se passer ici. Dans une seconde salle, la laiterie, on retrouve un matelas imbibé de médicaments, montrant que des personnes ont vécu longtemps dans cet endroit. Sur ce matelas repose la tête énucléée de Fiona, la petite fille de Ian et May. Mais au deuxième étage se trouve la scène de crime la plus sordide de cette grange, l'étable. Au mur de cette pièce, de nombreux visages humains, cloués appartenant à d'anciennes victimes. Des têtes de porc sont également accrochées. Au milieu de l'étable se trouve un corps de cochon anormalement gros avec le ventre cousu. Quand les policiers l'ont ouvert, ils y ont découvert le corps de Ian. La dernière scène de massacre se trouve dans le cellier. Les enquêteurs retrouvent le corps de Fiona, mais il y a également des tableaux. Et là on a un problème, puisque c'est pas 7, mais 11 tableaux qui sont découverts. Sur les 11 tableaux, 4 ont déjà un propriétaire. Breeding Mount May, Four Holes Fiona et Ian the Pig représentent bien évidemment les 3 cadavres retrouvés dans la grange de la famille Ford. Mais un tableau va particulièrement attirer notre attention. Tina, The Witness. C'est la seule œuvre qui a été réalisée pour une victime qui n'est pas morte. Ce qui veut dire une chose, les peintures sont réalisées avant les meurtres. Le ou les tueurs préméditent donc chacune de leurs agressions. Quand on regarde le tableau produit pour Tina, on peut imaginer qu'elle aurait connu un sort similaire à celui de Fiona, si les policiers n'étaient pas arrivés à temps. Les assassins ont même changé le nom de l'œuvre après que leur coup ait raté. Et cette information, elle est capitale, car même si on pouvait s'en douter, cela montre qu'on n'est pas face à des tueurs en série psychopathes qui tueraient par simple accès de folie. On est face à des personnes qui préméditent chacun de leurs meurtres. Le duo observe leur proie. Ils apprennent à connaître leur cible, où il vit, avec qui, quelle est sa routine. Après cela, ils composent une toile, puis s'introduisent chez lui par la porte d'accès la plus discrète. Ils mettent ensuite à mort leur victime de manière théâtrale, avant de s'en aller en ayant pris soin de déposer un tableau sur la scène de crime. Alors vous allez me dire que cette information est importante, voire capitale pour notre enquête, pourtant ce n'est pas la plus importante qui se trouve dans The Pigs. Car oui, dans cet épisode, il y a un twist. Après la découverte de la famille Ford, les enquêteurs mettent la main sur une petite cassette cassée au bord de la grange. Et voici ce que contient la cassette. Cet individu au visage charcuté, vous le connaissez.
car c'est le même homme qui a été photographié par les caméras de la maison de Sean Kane. Alors soit c'est le tueur à la figure androgyne qui porte le visage d'une de ses victimes, soit c'est quelqu'un d'autre. Et autant vous le dire tout de suite, on connaît l'identité de ce tueur, celui qu'on nomme le perpétrator. En fait, il n'y a que nous qui sommes réellement au courant de son identité. Si ce vidéogramme de l'enquête m'a particulièrement traumatisé, c'est en grande partie à cause de sa musique. Je vais vous mettre un petit extrait pour que vous compreniez un petit peu le brouhaha malsain et terrifiant dans lequel on se balade pendant tout l'épisode. Et bah cette musique, des enquêteurs d'un Discord l'ont passée au spectrogramme, et notamment le moment où le perpétrator s'adresse à nous. Et quand on regarde le spectre à ce moment précis, on y découvre un message en morse. Un message qui, si on le traduit, nous donne ceci. I am Bill Collins. Je suis Bill Collins. Donc soit le second tueur nous fait une blague, en portant le visage de Bill, soit il est réellement Bill. Il y a pas mal d'indices qui me font penser que l'homme derrière ce visage, c'est bien notre Bill Collins disparu dans The Lighthouse. C'est le seul personnage qui ne possède pas de photo réaliste. C'est également le seul personnage qui trouve un tableau avant d'être assassiné. Aussi, on a juste retrouvé son ADN dans le tonneau du phare, mais jamais son corps. Et qui de mieux pour assassiner les flics qu'un flic connaissant parfaitement les routines de ses collègues. Mais pour l'instant, on n'a aucune autre information. Et je sais que vous avez plein de questions. Pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il était déjà un tueur avant, ou est-ce que c'est en rencontrant le premier tueur qu'il est devenu ainsi? Est-ce que c'est véritablement une victime de l'être androgyne qui aurait complètement vrillé? Beaucoup de questions, mais peu de réponses. Décidément, plus on avance dans cette affaire, plus le labyrinthe me semble grand. Mais nous devons continuer car je vous rappelle qu'on a toujours 7 tableaux sans propriétaire. « 30 juin 2023, une nouvelle conversion de VHS est publiée sur la chaîne d'Urban Spook. Elle se nomme Family. Normalement, si le pattern est le même, on devrait donc découvrir les victimes affiliées au tableau retrouvé dans la grange de la famille Ford. Alors, voyons ça tout de suite. Vous êtes maintenant habitués, mais comme à chaque début d'épisode, un panneau d'avertissement entame le début de la vidéo. Également, un autre panneau nous rappelle que des crimes ont récemment eu lieu dans la région. Parmi les victimes, la cassette nous présente Isabelle Jackson, une professeure d'école primaire. L'enseignante a contacté le 911, le numéro de la police américaine, alors qu'on était en train de l'attaquer. Le problème avec l'appel d'Isabelle, c'est que lorsque les policiers ont accouru vers l'adresse donnée par l'éducatrice pour empêcher son meurtre, ils sont tombés sur une autre scène de crime, celle d'une petite famille, la famille de Paul, Janice et leur fils, Zeke. A préciser que le couple attend un second enfant, une petite fille. Quand les inspecteurs rentrent dans la maison, ils retrouvent rapidement les 2 corps des parents dans la cuisine. Le corps de Janice est particulièrement mutilé, son ventre de femme enceinte est ouvert, et elle a été étranglée à mort par le cordon ombilical de son bébé. Paul, lui, est mort étouffé. On lui a enfoncé dans la gorge la tête de son nourrisson, jusqu'à l'asphyxie. Pour ce qui est du fœtus, on a retrouvé des parties du corps éparpillées partout dans la maison, remplissant parfaitement les conditions du tableau que l'on redoutait tous, The Jigsaw Baby. Pour ce qui est du petit Zeke, les forces de l'ordre ne l'ont pas encore retrouvé. Comme pour les meurtres précédents, les forces de l'ordre ont retrouvé un tableau à l'intérieur de la maison. Mais celui-ci est particulier, car une partie du titre a été partiellement repeint. Le seul mot restant est pipes, tuyau en anglais. Pendant qu'un premier groupe de police s'occupait de la maison de Janice et Paul, une autre escouade a accouru vers le véritable domicile d'Isabelle. Sur place, on retrouve le corps de Bruce, le mari d'Isabelle. Il a été poignardé à 7 reprises dans l'abdomen et sa tête a disparu. À ses pieds, une peinture. Infinite Mo Bruce. Le corps de sa femme Isabelle est retrouvé dans la salle de bain. Une mèche de perceuse lui a troué le crâne du haut vers le bas. On retrouve dans la fente de sa tête un petit morceau de papier. Sur ce papier, il y a une énigme. Je vis là où je ne peux pas respirer et je mange sans dents. Que suis-je? La réponse est assez simple puisqu'elle fait le lien avec le meurtre précédent.
c'est un fœtus. Un fœtus vit dans le liquide amniotique contenu dans le placenta et il mange sans dents, puisqu'il est nourri par le cordon ombilical. Malgré de nouvelles scènes de crime toujours plus écœurantes, cet épisode apporte tout de même une information capitale pour notre histoire. Family confirme la plus grosse théorie que nous avions jusqu'à présent. Il y a 2 tueurs. En effet, dans la salle de bain, la brigade scientifique a retrouvé 2 empreintes de pas distinctes. Également à la fin de l'épisode, la VHS passe l'enregistrement de l'appel fait par Isabelle. Alors je ne vais pas vous passer le vocal au complet, mais seulement un passage qui va nous intéresser. They. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec l'anglais, they, c'est le pronom qu'on utilise pour dire il ou elle avec un S. Et la policière au téléphone pose une autre question en employant encore une fois le pluriel. On a donc bien 2 tueurs. Un premier aux cheveux longs et androgynes, mais dont le nom nous est inconnu. Un second nommé par les enquêteurs Perpetrator, celui au visage scarifié et qui, selon une autre de nos théories, serait en réalité Bill Collins. Le mystère est de moins en moins épais, car oui, même s'il nous reste encore 3 meurtres à découvrir, on a maintenant une idée beaucoup plus nette de qui se cache derrière les crimes de The Painter. Mais vous vous en doutez, pour en apprendre plus, il va falloir que nous retournions une dernière fois sur la chaîne d'Urban Spook. Mais je vous le promets, cette fois, ce sera la dernière. Le 29 septembre 2023 sort une retranscription nommée Mythe. À ce stade, c'est la retranscription de VHS la plus longue de la chaîne d'Urban Spook. Vous allez voir que cette cassette semble au premier abord assez classique. Pourtant, elle contient 2 éléments très importants pour notre enquête. Ce matin, le docteur Fred Baker ne s'est pas présenté à son travail et ses proches s'en inquiètent. La police part donc toquer à sa porte pour vérifier que tout va bien. Mais fait étrange, lorsque la police interroge le voisinage, des bruits d'aboiement de chiens ont été entendus dans la maison hier soir. Problème, le docteur Baker n'a jamais eu de chien. Il vit seul, avec son chat. Quand la police rentre à l'intérieur, il trouve des traces de lutte dans la cuisine. Également de nombreux cachets de citrate de sildenafil sont présents sur le plan de travail. Bien évidemment, la présence de ces médicaments nous rappelle immédiatement les événements de Pigs. Quand on fouille ses placards, on découvre que le médecin volait des médicaments sur son lieu de travail. Alors à ce moment-là, plusieurs théories apparaissent. Soit les tueurs sont entrés pour voler de nouveaux médicaments pour leur futur meurtre, soit le docteur Baker était tout simplement le dealer du duo meurtrier. Malheureusement, impossible de lui poser la question puisque son corps sera découvert allongé dans son lit. Il n'a plus de visage et de nombreux papiers de verre sont retrouvés au pied de son lit, recouverts de sang. Une mise à mort qui, comme vous vous en doutez, correspond parfaitement au tableau Flesh Head Fred. Après avoir complètement fouillé l'appartement, impossible de mettre la main sur le chat du Toubib. Et aucune trace de chien dans la maison. Néanmoins, un tableau laissé sur la scène nous indique très clairement ce qui a dû arriver au pauvre animal. Voici le tableau en question. Après cela, la vidéo passe directement à une autre affaire. Le corps de George Wright a été retrouvé dans sa maison de famille 2 jours plus tard. Comme pour le crime précédent, les voisins ont entendu des aboiements de chiens dans la maison. Et en réalité, on n'est pas certain que le corps retrouvé dans la maison soit bien celui de George. Le rapport d'autopsie démontre que le cadavre n'a lui aussi plus de visage. Le médecin légiste a dénombré pas moins de 487 coups de couteau. Et certaines des plaies contenaient des fluides. Enfin, je vous laisse imaginer.
On a retrouvé 3 photos incrustées dans le corps de George. Une dans le cœur, une autre dans les intestins et une dernière dans le bassin. La police a restauré les photos et voici ce que ça donne. Et là, on a un événement un peu spécial pour notre enquête. Jusqu'à présent, la plupart des VHS présentaient des rapports de police sur des enlèvements ou des disparitions suivies de meurtres. Pour la fin de cet épisode, on a seulement un enlèvement, celui de l'officier Sarah Stone et de son mari. Et c'est là qu'on découvre certainement un des éléments les plus importants de notre enquête. On a une vidéo des tueurs prise par une caméra de surveillance. On a donc les images des tueurs les plus violents de l'histoire américaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cet enregistrement est capital pour l'avancée de notre enquête. Car certes, il nous présente un élément malheureux, un nouvel enlèvement. Mais les tueurs sont en train de flancher. Ils ont fait une erreur. Avant, on avait seulement des images cryptiques, ou alors des vidéos tournées volontairement pour leur mise en scène. Là, ils sont de moins en moins précautionneux. Certainement que le fait qu'ils n'aient pour l'instant jamais été inquiétés pour leurs crimes a dû les galvaniser. Et quand un tueur se sent tout puissant, il se relâche, il fait des erreurs. Et c'est à ce moment qu'on peut l'attraper. Il y a également un autre indice important. Sur des forums, certains enquêteurs en herbe ont découvert des frames cachés dans la vidéo. Ces frames nous présentent une suite de lettres. Et quand on les réunit, on obtient ceci. Alors là, vous allez me dire que cet indice ressemble juste à des mots mêlés. Mais si j'utilise le numéro de téléphone qu'on voit à chaque épisode depuis le début, cette suite de lettres prend tout son sens. Si on prend à chaque ligne la lettre correspondant au numéro de téléphone, on obtient un nom, Mona Lanius. C'est le nom de la figure androgyne pâle, la première tueuse. Et ce nom, il n'est pas dénué de sens. Tout d'abord, Mona, c'est bien évidemment une référence à la Joconde de Léonard de Vinci. Mais Lanius, c'est plus subtil. Lanius en latin, ça veut dire boucher. Un nom bien choisi pour une tueuse de l'acabit de Mona. Après Mythe, plus aucune vidéo n'apparaît sur la chaîne d'Urban Spook. Au moment où j'ai commencé à écrire cet épisode, ça va maintenant faire 1 an que l'on n'a aucune nouvelle sur l'affaire The Painter. Et comme beaucoup d'internautes, vous restez sur votre faim. Certes, on a réussi à retrouver tous les meurtres liés aux 2 séries de tableaux, sauf le tableau Pipes qui reste encore inconnu. Mais mis à part ça, on a tous envie de connaître la suite. Savoir si ces tueurs ont enfin pu être capturés, ou pour certains l'esprit plus macabre, connaître les nouvelles œuvres qu'ils ont pu produire. Mais il semble que la retranscription des VHS s'arrête là. Mais en réalité, je vous ai menti. Mythe n'est pas la dernière vidéo sur l'affaire The Painter. Je ne peux pour l'instant pas vous révéler comment je le sais, mais avant même de débuter ce script, je savais qu'un épisode 9 était en préparation. Et je peux aussi vous dire que ce sera certainement l'épisode le plus éprouvant de la chaîne d'Urban Spook. Pourtant, nous allons nous arrêter ici.
car j'aimerais que l'on porte notre attention sur un personnage que l'on n'a pas encore évoqué dans cette série, mais qui est pourtant central au récit. Je parle bien sûr d'Urban Spook. Le propriétaire de la chaîne YouTube me semble intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, on ne sait pas grand-chose sur lui. Quel est son vrai nom, comment a-t-il trouvé les cassettes, et surtout quelle est sa place dans toute cette histoire. Il dit avoir trouvé les VHS, mais est-ce que c'est seulement vrai? Est-ce que ça ne serait pas un agent de police cherchant à faire connaître l'affaire sur Internet? Peut-être même que c'est une prochaine victime des tueurs. Ou pire encore, est-ce qu'Urban Spook ne serait pas en réalité des deux tueurs, cherchant à se moquer de nous en montrant leurs exploits au grand public? Et surtout pour nous rappeler qu'ils n'ont encore jamais été attrapés. Pourtant, ça n'est rien de tout cela. Et je vais maintenant devoir vous révéler la vérité sur The Painter et son créateur. Beaucoup d'entre vous sans doute, et certains l'ont peut-être déjà remarqué dès le début de notre enquête, mais The Painter est une série d'analogues horror. D'ailleurs, avant qu'il ne renomme les titres de ses vidéos YouTube, chaque vidéo ne commençait pas par The Painter, mais par Analogue Horror. L'horreur analogique est un sous-genre cinématographique du found footage. Comme l'indique son nom, le found footage signifie enregistrement retrouvé. Le genre du found footage joue souvent sur l'ambiguïté entre l'œuvre et le réel. Si les images que nous voyons sur notre écran ont été retrouvées, cela signifie que les événements qui vont suivre dans le film sont réels. L'autre point caractéristique du found footage, c'est le point de vue de la caméra. Dans les films traditionnels, la caméra est extérieure au récit. Ici, c'est tout l'inverse. La caméra est interne à l'action, c'est le personnage principal qui filme à l'aide d'un caméscope ou d'un téléphone. Le film que nous voyons est ensuite un montage réalisé grâce au rush filmé par le protagoniste. Ce qui donne l'effet d'un rendu amateur ou documentaire au film et donc plus réaliste. Tous ces éléments permettent au spectateur d'être immédiatement happé par le récit, puisqu'avec ce genre, la fiction devient réalité. Et c'est grâce à l'horreur que ce genre va devenir très populaire et obtenir ses lettres de noblesse. Alors nos parents auront certainement découvert le found footage grâce à des films comme Cannibal Holocaust ou C'est arrivé près de chez vous. Mais pour ma génération, c'est un autre film qui va populariser le genre. Tell me where you are, John! En 1999 sort le projet Blair Witch, un film qui imposera ses codes à tous les films du genre qui le suivront. Le projet Blair Witch est une véritable révolution, qui va lancer la grande mode du found footage au cinéma dans les années 2000. Par la suite, on a eu le droit chaque année à des dizaines et des dizaines de films d'horreur sous ce format. Certains de ces films sont devenus cultes, comme la série des Paranormal Activity, Cloverfield Chronicle, et le genre a même dépassé les frontières de l'horreur avec des films comme Projet X ou encore Babysitting. Le found footage aura montré que l'on peut faire des films efficaces avec pas grand chose, et grâce à cela, de nombreux cinéastes en herbe se lanceront dans la réalisation d'un court-métrage très souvent inspiré par celui-ci. Mais cette accessibilité, c'est également ce qui va provoquer sa chute. Durant les années 2000, on croule chaque année sous de nouveaux métrages horrifiques plus ou moins bons en found footage. Car si le genre a montré qu'on pouvait faire de bons films avec pas grand chose, il a aussi montré aux producteurs qu'on pouvait faire des films à petit budget qui rapportent gros. Vous connaissez peut-être déjà l'anecdote, mais Paranormal Activity, c'est 15 000 $ de budget pour des recettes s'élevant à presque 200 millions $. Alors à la fin, on se retrouve avec des films réalisés en found footage, alors qu'ils ne l'étaient pas à la base. Les films sont donc mauvais, et la surabondance de ce genre dans nos salles obscures fait que le public se lasse. Et aujourd'hui, le genre a tout simplement disparu des cinémas. Enfin, pas totalement. Car le genre connaît un nouvel âge d'or sur Internet. Car tous les petits réalisateurs qui ont sorti leurs films pendant la mania du found footage, ils l'ont sorti sur YouTube ou sur Facebook. Et du coup, le genre a fini par se développer sur un circuit différent du cinéma, grâce au creepypasta ou ARG, influençant grandement l'horreur telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Internet. Et même si le found footage n'existe plus réellement en tant que tel, sur les réseaux sociaux, il a eu de nombreux enfants, notamment l'analogue horror. L'horreur analogique reprend directement certains codes de son papa. Tout d'abord, la plupart reprennent l'idée de l'enregistrement retrouvé.
Mais ici, le spectateur ne suit pas un protagoniste dans une histoire construite, il est directement l'acteur du récit. Les vidéos d'Analogue Horror sont souvent des vidéogrammes provenant d'agences officielles. C'est souvent une agence gouvernementale qui donne des indications au spectateur afin de l'informer sur une enquête ou alors sur un danger inconnu du grand public. Le côté horrifique de l'analogue ne provient pas du jumpscare ou autre effet classique du cinéma d'horreur, mais bien de l'ambiance et de l'étrangeté du programme vidéo que l'on regarde. On peut dire que le genre joue plus sur l'angoisse que sur la véritable terreur qui nous fait bondir de notre siège. L'horreur analogique présente également une esthétique propre. Les vidéos sont souvent des retranscriptions de VHS ou un programme diffusé sur un téléviseur cathodique. On retrouve donc tous les artefacts des bandes vidéo des années 80 et 90, comme un grain très prononcé ou des effets de crash ou de sautement de la bande. On peut aussi ajouter que le genre se base sur le développement d'un véritable lore composé autour des vidéos. Aujourd'hui, l'analogue horror, c'est très certainement l'un des genres horrifiques les plus représentés sur Internet. Ceux l'ayant popularisé sont certainement les très bons Local 58 ou The Mandela Catalogue. Et on retrouve ce genre dans des œuvres plus récentes, comme les Backrooms ou la fondation SCP. Et évidemment, The Painter. Comme vous l'avez vu, The Painter reprend évidemment les codes de ce genre cinématographique. Les cassettes retrouvées et retransmises sur YouTube, le message d'alerte et l'ambiguïté entre le réel et la fiction, tout cela sublimé par ce grain de la VHS des années 80. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Car même si The Painter s'inscrit directement dans la grande lignée de ses œuvres filmiques d'Internet, eh bien The Painter c'est également l'analogue horror le plus controversé de la plateforme YouTube. L'œuvre qui m'a décidé de vous parler de The Painter, c'est l'autoportrait qui apparaît dans le premier épisode et qui est également présent sur la miniature de cette vidéo. J'avoue que ce tableau m'a directement envoûté. Cette sorte de figure étrange, parodie macabre de Mona Lisa m'a tout de suite intrigué. Je me suis alors mis à faire mes recherches sur YouTube, et là avant même de trouver la chaîne d'Urban Spook, je suis tombé sur des dizaines de vidéos comme celle-ci. La pire série d'analogue horror que j'ai regardée. L'artiste le plus controversé de l'analogue horror. Pourquoi tout le monde déteste Urban Spook? L'horreur sans substance, The Painter de Urban Spook. Et là je vous avoue que je comprends pas. Je me mets alors à regarder la série d'Urban Spook, et vous l'avez vu comme moi, c'est une œuvre très trash, qui aborde des sujets très sensibles, et évidemment la série n'est pas faite pour tout le monde. Mais à la limite des films d'horreur particulièrement sanguinolents ou qui montrent des crimes atroces, on en connaît tous. Alors pour comprendre un peu mieux, j'ai regardé les vidéos à charge contre Urban Spook. Dans un premier temps, c'est véritablement la qualité de la série The Painter qui est remise en cause par les créateurs américains. Alors je tiens à préciser que les critiques que je vais énoncer sont celles des youtubeurs que j'ai regardés pour cette vidéo. Ces critiques ne représentent absolument pas mon avis et pour connaître mon opinion, je vous invite à regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Ce que l'on reproche le plus à The Painter, c'est avant tout son format. L'effet répétitif du pattern des VHS est énormément remis en question. On nous apprend qu'une vague de crimes ignobles a eu lieu dans la région, on nous présente ensuite des personnages qui ont subitement disparu. Après cela, la police enquête ou explore des domiciles des disparus, il tombe sur des mises en scène de meurtres particulièrement graphiques, reliant ces meurtres à d'étranges tableaux retrouvés quelques temps plus tôt. D'autres tableaux sont retrouvés au domicile des victimes, et ces toiles font souvent référence à des crimes passés ou futurs. L'intrigue étant reliée par les deux meurtriers, Mona Lanius et le perpétrateur. En parlant des tueurs et des meurtres, c'est certainement l'un des aspects les plus critiqués de la série. Tout d'abord, on reproche à Urban Spook un manque de matière sur son récit. Dans un premier temps, on pointe du doigt les victimes. Il y a assez peu de surprises et d'investissements pour les personnes assassinées dans l'analogue. On ne connaît rien d'eux et dès l'instant où ils apparaissent, on sait quel sort les attend, annulant toute empathie que l'on pourrait avoir pour eux. Ce qui est reproché, c'est également un manque de cohérence et l'utilisation d'effets scénaristiques uniquement là pour faire peur et non pas pour raconter une histoire. Par exemple, on n'a encore aujourd'hui aucune explication au fait qu'Isabelle ait donné la mauvaise adresse lors de son appel à la police, ou encore la présence d'un chien dans la maison du docteur Baker. Toutes ces questions restent sans réponse, mais surtout elles semblent tout à fait inexplicables d'un point de vue pragmatique. On peut aussi citer le cas des tueurs. Les individus semblent être des fous simplement mués par des pulsions meurtrières extrêmes. Pourtant, cela ne les empêche pas de confectionner des plans totalement fous pour exécuter leur proie. Certains sont même à la limite du ridicule, comme la mort de Tom Harris, étouffé par des litres de cire refroidie.
Comment les deux assassins ont pu escalader les tuyaux de la paroi de l'immeuble avec un énorme sac de cire et des tableaux sous le bras. Mais en réalité, la véritable polémique provient des meurtres en eux-mêmes, et pas forcément de tout l'aspect scénaristique du projet. Beaucoup de personnes remettent en question la moralité de The Painter. On reproche à Urban Spook de faire du trash pour du trash. Des meurtres de plus en plus insoutenables à chaque épisode, et expliqués à chaque fois dans le détail pour dégoûter le spectateur. Beaucoup relèvent un côté edgy agaçant, comme si l'auteur cynique cherchait uniquement à ulcérer le viewer avant de créer une histoire intéressante à regarder. Et vient s'ajouter à ça les réactions d'Urban Spook, qui, on va le dire tout de suite, n'a pas du tout apprécié les critiques faites sur sa série. Sous la plupart des vidéos YouTube traitant de The Painter, on retrouve souvent un commentaire d'Urban Spook très incisif. L'auteur semble avoir réellement mal pris les remarques sur son travail. Mais je pense que le pire, c'est sur Twitter. Le compte d'Urban Spook est rempli de réponses acérées envers des tweetos analysant son analogue Aurore. On a même droit parfois à des clashs directs avec les youtubeurs qui ont réalisé des vidéos sur ce sujet. Tout ça donne une image pas très élogieuse d'Urban Spook. Beaucoup pensent que c'est un cas très extrême avec un humour douteux, une fascination assez dérangeante pour le gore, mais surtout avec un ego surdimensionné, incapable de se remettre en question. Il y a aussi une bonne partie de la communauté qui s'est insurgée sur le fait que pour gagner sa vie, Urban Spook vendait du merchandising à l'effigie des victimes présentes dans son œuvre. Pas mal d'internautes jugent ce commerce moralement discutable et le comparent même au murderabilia. Les murderabilia, ce sont ces fameuses ventes aux enchères d'objets appartenant à de véritables tueurs en série. On peut dire qu'Urban Spook a pris en pleine face la critique des fans d'Analogue Horror sur YouTube. Et si on s'arrête un tant soit peu, ces critiques, elles fonctionnent. Et là vous vous dites, le mec nous a fait une vidéo de plus d'1 heure pour nous présenter un analogue horreur tout pété. Et encore une fois, je vous ai pas tout dit. Car ces critiques, elles marchent pour un analogue horreur, c'est vrai. Mais The Painter n'est pas une série d'horreur analogique. En fait, pas au sens premier du terme. En réalité, The Painter est une série publicitaire et humoristique. Et pour savoir tout ça, je suis allé directement voir son créateur. Il faut le dire, Urban Spook, ou plutôt Urban Slug, est un artiste de génie. L'art d'Urban Spook est une véritable lettre d'amour à l'horreur. Son compte Instagram regorge de toiles dépeignant de nombreux styles de l'imaginaire horrifique. C'est un véritable musée du portrait macabre. Bien évidemment, on s'amusera dans un premier temps à chercher les peintures issues de la série sur YouTube. Mais après cela, libre à vous de parcourir ses autres posts afin de découvrir d'autres pépites artistiques. L'élément le plus présent est certainement le gore. Beaucoup reprennent l'imaginaire sanguinolent déjà très présent dans The Painter. Mais pour ma part, ce sont bien d'autres genres horrifiques qui me fascinent le plus. Celui du monstre tapi dans la nuit, attendant que nos yeux soient fermés pour se jeter sur sa proie. Le cauchemar à l'asiatique, avec les figures de geisha démoniaques tout droit sorties d'un film coréen ou japonais. La peur carcérale, avec ses prisonniers ou ses aliénés cherchant non pas à nous effrayer, mais plutôt à s'échapper coûte que coûte de leur prison de peinture. Et parfois, c'est même un amour étrange qui s'offre à nos yeux. Un amour qui prend parfois les traits violents, mais paisibles d'un sadomasochiste encagoulé. Entrer dans le monde d'Urban Spook, c'est recueillir toutes les références cinématographiques de l'horreur dans ses clichés les plus effrayants. C'est même des fois des hommages directs aux films qui ont effrayé nos parents dans les années 80, qui viennent se glisser au milieu des toiles originales de ce musée. Et ces références aux films cultes des anciennes générations, on les retrouve parfois directement dans The Painter. Je ne peux pas m'empêcher de voir au travers des traits du perpétrateur l'image d'un enfant démoniaque, chimère entre Leatherface et la poupée Chucky. Mais la figure qui me semble le plus être un hommage, c'est bien celle de Mona Lisa. On retrouve tous les traits du fantôme japonais sur le visage de la jeune meurtrière. On y voit tout de suite les influences provenant de Ring ou The Grudge. Mais Urban Spook n'est pas seulement un artiste peintre. En effet, l'auteur de The Painter est également musicien. Toutes les musiques que vous pouvez entendre dans la série ont été réalisées par Urban Spook, ou plutôt Moonkid, son nom d'artiste sur SoundCloud. Son compte SoundCloud regorge comme son compte Instagram d'œuvres très différentes. Entre la bande originale du projet, on retrouve bien évidemment des musiques d'ambiance plutôt sombres, mais aussi des ballades plus paisibles ou des sons plus expérimentaux. Alors quand on découvre le talent d'Urban Spook pour tous ces genres artistiques, on est tout de suite peiné de voir que c'est plus sa réputation sur Twitter que son art que les gens retiennent.
Et pour me faire une idée de qui est réellement Urban Spook, je me suis dit que j'allais tout simplement lui demander. Et voici ce qu'il a répondu à quelques-unes de mes questions. Bonjour Urban, laissez-moi me présenter, je m'appelle Macready, je suis un jeune youtubeur français et je travaille actuellement sur une vidéo sur The Painter. J'ai plusieurs questions à te poser concernant les œuvres que tu as réalisées, mais aussi discuter avec toi de la réception de ton travail sur les réseaux. Salut Macready, je fais pas vraiment d'interview en ce moment, mais pose-moi quelques questions, on verra. Merci beaucoup pour ta réponse. Tout d'abord, j'aimerais connaître un peu ton parcours artistique, et comment tu en es arrivé à proposer tes œuvres sur internet, voire à les intégrer dans une série d'analogues horror. Aussi, as-tu des artistes qui t'ont inspiré dans ton travail, ou qui t'ont même donné envie de faire de l'art ton métier? J'ai dessiné toute ma vie, je publie toujours tout ce que je fais en ligne. J'ai peint 31 visages effrayants pour le Inktoberfest 2022, et j'ai construit les vidéos autour de certaines de ces peintures. C'est généralement comme ça que je réalise les vidéos. Je les construis autour de mes peintures, je peins rarement en pensant à la série. Quant à l'inspiration, je lisais beaucoup de mangas quand j'étais plus jeune. Certaines inspirations modernes seraient Junji Ito et Kentaro Miura. Et les affiches peintes des films d'horreur des années 80 font également partie de mes références. Mon style artistique résulte de ces deux inspirations. Quant à The Painter, as-tu créé ces vidéos uniquement pour montrer les œuvres de ce Inktoberfest, ou étais-tu déjà fan des fictions d'horreur proposées sur internet? Je pense notamment à tout ce qui est creepypasta ou ARG. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi avoir choisi ce format en particulier. Il existe aujourd'hui de nombreuses façons pour un artiste de mettre son travail en valeur, mais la tienne est assez innovante. Je n'ai jamais vraiment été fan d'horreur sur internet. Je suis bien plus un gars de films d'horreur. J'ai toujours adoré l'ambiance VHS et je me suis procuré un lecteur VHS. Et j'ai commencé à convertir les VHS en numérique, comme indiqué dans la description des vidéos, pour de vrai. Cependant, je l'ai principalement obtenu pour créer des effets VHS authentiques. Et le premier épisode était simplement le résultat d'un essai, ainsi que la création de quelque chose pour ma chanson Beneath, la bande originale du premier épisode. La seule chose que je connaissais de l'horreur analogique était la mauvaise réputation de la communauté. Mais j'ai décidé de nommer ainsi mes vidéos simplement à cause de l'effet VHS. J'ai continué à nommer les vidéos horreur analogique par souci de cohérence. Et personnellement, je me soucie pas du tout du genre horreur analogique. Je n'ai toujours pas regardé une seule série d'horreur analogique, c'est tout simplement pas pour moi. La série a commencé avec le simple désir de publier mes œuvres et ma musique sur YouTube. C'est toujours l'idée centrale. Encore une fois, je construis l'histoire autour de mon art et de ma musique, et non l'inverse. J'ai vu que tu n'as rien posté sur ta chaîne YouTube depuis presque un an. Est-ce que tu penses en avoir terminé avec la série The Painter, ou envisages-tu une suite ou même une toute nouvelle série? Ou est-ce que tu penses même à passer à d'autres projets qui n'ont rien à voir? Je travaille toujours sur la prochaine vidéo. J'ai eu quelques gros problèmes de production, il y aura 10 épisodes du peintre au total, donc 2 de plus. Je ferai plus de contenu d'horreur sur la chaîne une fois la série terminée. Je vais évidemment devoir aborder un sujet délicat. Malheureusement, lorsque j'ai commencé mes recherches, j'ai immédiatement vu que ta série sème la discorde. En même temps, je suis tombé sur de nombreux commentaires qui faisaient vraiment l'éloge de ton travail. Et j'ai aussi vu beaucoup de vidéos critiquant durement The Painter. D'après ce que j'ai vu, tu as répondu aux critiques, mais il est impossible de revenir sur ce que tu as dit. Je voulais donc savoir comment cela t'avait impacté, et que penses-tu des retours plus mitigés de la part d'une partie du public? Est-ce que cela a changé ta manière de travailler? Je pense que c'est devenu très populaire de faire des vidéos critiquant ma série. Ils étaient assurés de recueillir beaucoup de vues, alors les gens ont continué à les créer. Mais ils sont tous pareils, ils se copient simplement. C'est arrivé à un point que les gens ont peur de dire publiquement qu'ils aiment mon travail, de peur d'être harcelés par la foule de Twitter. Il peut être difficile de différencier la vraie critique de la simple haine. La critique constructive n'est pas quelque chose que l'on voit beaucoup. Quoi qu'il en soit, les personnes qui réalisent ces vidéos ne sont de toute façon pas le public cible de mon contenu. Il est donc difficile de prendre à cœur tout ce qu'ils disent. Je pense que le gros problème est que je me suis retrouvé mêlé au milieu de l'horreur analogique. D'après ce que j'ai compris, les horreurs analogiques se concentrent généralement sur l'histoire et les traditions. Je suis juste heureux tant qu'il y a de la violence ou du sexe dans mon horreur. Généralement, je n'aime pas du tout l'histoire. J'essaie plus de créer une atmosphère et une ambiance avec mes vidéos plutôt qu'une histoire. Dans toutes ces vidéos, ils mentionnent également à quel point en tant que créateur, je suis une personne horrible. Et leurs sources sont toujours mon Twitter, qui est évidemment satirique. C'est comme ça que je suis connu maintenant. Et c'est plutôt amusant. Je me sens suffisamment éloigné pour en profiter. Je pense que j'aime plus être tristement célèbre que d'être trop félicité comme au début. Cela me convient mieux. Quant au facteur de choc, c'est l'essence même de The Painter. Je regarde un film d'horreur tous les jours depuis des années. Et l'horreur extrême est l'un de mes types d'horreur préférés. C'est ce que je voulais faire avec cette série, depuis le début. Maintenant, cela ne veut pas dire que tout ce que je ferai sera ce type d'horreur. Mais ce sera vrai tout au long de la série. La violence réelle est évidemment nulle, mais c'est de la fiction. Pour une raison quelconque, les gens ont du mal à différencier les deux de nos jours. La violence dans ma série est tellement exagérée et extrême qu'elle est censée être drôle.
Peut-être que mon humour est de mauvais goût, mais je pleurais de rire quand j'ai eu l'idée d'un père qui s'étouffait à mort sur la tête de sa fille à naître. C'est tellement incroyablement violent que ça en devient drôle. Mais les gens semblent prendre cela trop au sérieux. Alors non, la prochaine vidéo sera probablement la plus violente à ce jour. Et les gens qui détestent mon contenu le détesteront encore plus, c'est sûr. Mais encore une fois, ce ne sont pas ces gens que mes vidéos visent. Ils peuvent simplement aller regarder autre chose. Je vois ce que tu veux dire. J'imagine que tu aurais préféré rester dans un environnement plus underground. Tu te souviens comment tout cela a commencé? Parce que j'imagine que dès le départ, tu voulais créer une communauté qui a la même sensibilité que toi. Tu te rappelles qui a été la première personne à parler de ta série? Et aujourd'hui, tu sembles plutôt bien le prendre, mais à ce moment-là, comment tu as réagi? Parce que j'ai vu que certaines personnes avaient mal interprété ta défense. J'ai juste eu de la chance avec l'algorithme. Avoir horreur analogique et des miniatures saisissantes avec mes peintures m'a évidemment beaucoup aidé. Ensuite, les gens ont commencé à faire des reacts. Je me souviens que Baz était l'un des premiers. C'est devenu populaire en créant des vidéos de réaction de mon contenu, donc c'était garanti d'avoir des vues. Tout cela a évidemment aidé la série à se développer. Ma série était plutôt appréciée avant que j'attaque un autre youtubeur nommé Pastra sur Twitter. C'était vraiment pour rigoler, j'essayais surtout d'obtenir un certain engagement avec un état d'esprit, toute publicité est une bonne publicité. J'ai toujours cet état d'esprit, mais l'attaquer n'était évidemment pas une bonne idée avec du recul. Le mouvement de haine et la réputation négative de moi et de mon travail ont fait boule de neige à 100% à partir de cela. J'ai définitivement sous-estimé Twitter. Mais encore une fois, c'est pour cela que j'utilise Twitter, pour cultiver l'engagement sur mes contenus. Même si c'est malheureusement un public influent, c'est néanmoins un public amusant, avec qui s'engueuler. C'était un peu choquant au début, surtout avec toutes les menaces de mort et le doxing, mais j'ai bien surmonté maintenant. Pastra et moi, nous avons enterré la hache de guerre depuis longtemps. Comme je l'ai dit, j'apprécie aussi cette image. De toute façon, c'était rien que vous puissiez vraiment contrôler. Bon écoute, je n'ai plus de questions pour l'instant. Pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui regarderont ma vidéo? Ou peut-être un conseil ou quelque chose de philosophique? C'était cool, merci de m'avoir tendu la main. J'ai pas vraiment de conseils à donner, sauf dire aux gens de continuer à faire ce qu'ils veulent, quoi qu'il arrive. Bonne chance avec la vidéo. Et voilà, pas si méchant au final. En regardant les différentes vidéos sur Urban Spook, je m'attendais vraiment à tomber sur la pire personne, alors qu'en fait, pas du tout. Alors oui, certains pourront penser que c'est un type un peu bizarre, et clairement dans son monde. Et je pense qu'effectivement, son Twitter ne l'aide pas du tout à changer cette image de gamin edgy, pas du tout prompt à recevoir la critique. Mais au final, j'ai juste l'impression que cette histoire est un terrible malentendu. On a face à nous deux parties qui ne se comprennent pas du tout. D'un côté, Urban Spook qui souhaite simplement partager son amour de l'horreur, bien trash ou hardcore, et faire la publicité de son travail de peintre ou musicien. Et de l'autre, on a toute la communauté de l'analogue horror qui sont absolument fans de ce genre horrifique et qui par conséquent cherchent à le protéger et à donner plus de visibilité aux œuvres narratives qui méritent certainement plus de vues. Mais si j'avais un reproche à faire à la communauté de l'horreur analogique, c'est de ne pas avoir plus approfondi les recherches sur l'auteur de The Painter. Certes, le Twitter d'Urban est miné de clash, remarques bien trash et incisives, mais quand on regarde l'Instagram du peintre, on tombe sur le pendant inverse de sa réputation sur internet. Urban Spook discute et partage avec plaisir ses nouvelles peintures. Il a derrière lui une communauté soudée, fan de son travail. Et l'auteur les remercie souvent en partageant en story des fanarts de ses followers. Et pour le coup, même si les dessins représentent souvent des portraits plus que terrifiants, je veux dire que j'ai rarement vu une ambiance aussi saine sur internet. Et pour terminer cette partie, j'aimerais laisser une dernière fois la parole à Urban Spook. C'est un commentaire que l'auteur a laissé sous une vidéo de Wendigoon, un youtubeur parlant d'horreur. C'est un peu l'équivalent américain de Feldup, Al236 ou même Macready. Le gars se prend pas pour de la merde. Enfin bref, la vidéo de Wendigoon était une critique de The Painter et Urban Spook a décidé de répondre à tout ce qui se passe autour de son œuvre. Et pour moi ce commentaire, c'est un parfait résumé de toute cette histoire. Waouh, j'arrive pas à croire que vous ayez réellement fait une vidéo parlant de quelque chose que j'ai créé. Même si ce n'est pas forcément sous un bon jour, cela me paraît quand même surréaliste puisque je regarde votre contenu depuis quelques temps. Il y a certaines choses que je souhaite vraiment clarifier. Je sais pas où vous avez entendu dire que je me soucie pas de mes séries ou que je les fais uniquement pour vendre des chemises. Ce n'est pas vrai. J'ai fait les 2 premiers épisodes juste pour m'amuser. Mais depuis qu'ils ont explosé, je veux vraiment m'améliorer et m'essayer à quelque chose de nouveau pour chaque épisode, comme l'animation ou le doublage. J'ai moi-même limité l'âge à l'épisode 6 car c'est à peu près à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'enfants qui regardaient ma série. The Painter s'adresse à un public de 18 ans et plus. Je ne savais pas qu'autant de jeunes de la communauté regardaient quand j'ai commencé. De plus, l'épisode a été planifié bien avant le début de toute controverse. Ce n'était pas une réponse aux personnes en colère sur Twitter, en parlant d'eux.
S'il vous plaît, ne prenez pas au sérieux ce que je fais sur Twitter. Beaucoup de gens me connaissent désormais uniquement sur Twitter, mais je n'utilise ce site que pour troller. Je m'en fiche si quelqu'un déteste mon travail, je suis très conscient qu'il est extrême et provocateur. Je reçois des critiques sur le fait que l'écriture c'est de la merde. L'art et la musique sont des choses que j'ai fait toute ma vie, et c'est ce que je veux principalement diffuser avec la série. Je n'ai jamais écrit auparavant et raconté une histoire riche en lore, etc. Ça n'a jamais été le but. Cependant, il y a certainement plus à faire. Il y a un tas de choses cachées dans les épisodes, des énigmes d'une seule image, aux indices dans la conception audio. Je pense même qu'il y a des choses que les gens n'ont pas encore trouvées. Voir la communauté se rassembler pour trouver le nom du peintre était vraiment cool. Il y en a plus, même si ce n'est pas si profond. Et même si la présentation est un peu bizarre, surtout parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle, c'est l'un de mes aspects préférés de la série. Si jamais je faisais un remaster de la série, je garderais toutes les fautes d'orthographe. Enfin, d'entendre dire que j'ai du talent m'a vraiment fait plaisir. Comme j'ai dit, j'apprécie votre contenu depuis longtemps et j'espère pouvoir créer quelque chose que vous pourrez également apprécier à l'avenir. Rob est un gars formidable et je suis très heureux de voir son projet grandir. En fait, c'est peut-être la première série d'horreur analogique que je décide de regarder grâce à la façon dont vous en parlez. Beaucoup d'amour. Au moment où j'écris ces lignes, le 9e épisode de The Painter a certainement dû être publié sur la chaîne YouTube. Et je vous avoue que j'ai déjà hâte de découvrir les œuvres présentes dans celui-ci. Surtout qu'au vu du trailer, il semblerait que l'auteur ait fait un effort sur la mise en scène. L'enquête continue, et les 2 derniers épisodes vont certainement nous donner le fin mot de cette histoire. Pourtant, notre enquête s'achève ici, du moins pour l'instant. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que cet épisode était de loin le plus éprouvant qui ait été réalisé sur la chaîne. Et c'est vrai. La visualisation d'images et descriptions plus que trash et morbides m'ont réellement usé, au point que je n'ai jamais mis autant de temps pour créer une vidéo. Pourtant, je suis heureux d'avoir fait ce voyage malsain en votre compagnie. Cette enquête m'a passionné et j'ai au bout du compte découvert un nouvel artiste de l'étrange à ajouter à mon cabinet de curiosité. Et si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez que je fasse une émission sur le final de The Painter, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Quoi qu'il en soit, qu'importe que The Painter soit une bonne ou une mauvaise série d'analogue horror. Ce que je cherche à vous montrer sur cette chaîne, ce sont des artistes qui vous feront voyager dans leur univers et découvrir une image de l'art comme vous ne l'avez jamais vue. Et pour ma part, Urban Spook a réussi son pari. Je ne vous remercierai jamais assez de me suivre dans cette aventure YouTube. Et sachez que j'ai caché dans cet épisode le sujet de la prochaine vidéo. Mais en attendant qu'elle sorte, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode des sombres histoires de l'art. Et là, on a un problème, puisque ce n'est pas 7, mais 11 tableaux, qui sont découverts avec ce magnifique... C'est l'effet, c'est même le sopalin, il a fait « Mais non, mais non, mais non !»